ma fille est venue me voir avec un énorme bleu sur le bras. Après avoir déjeuné avec son mari, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a forcé un sourire et a dit, « Je me suis juste trébuché sur le trottoir. » J'ai immédiatement appelé mon gendre. Il a répondu, « Et alors si je l'ai frappé ? Qu'est-ce que vous comptez faire ?» J'ai raccroché sans rien dire. Un peu plus tard, je n'ai fait qu'un seul appel. Le lendemain matin, c'est lui qui m'a appelé. « Tu veux mourir ou quoi ? Je suis contente que tu sois ici. Si tu regardes cette vidéo, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire d'où tu écoutes mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. » Le soleil de l'après-midi tombait de côté à Oaxaca, passant à travers le vieux cadre en bois de la boutique d'artisanat, illuminant les écheveaux de laine rouge, jaune et bleu brillant que j'avais passé toute la matinée à arranger avec soin. À mes 65 ans, j'étais déjà habitué à cette lumière, à l'odeur de cire d'abeille des tapis tissés à la main, au cri aigu de la vendeuse de tamales du marché dehors. J'étais en train de plier soigneusement une serviette brodée quand la silhouette d'Isabelle, ma fille, est apparue sur le seuil. Isabelle est entrée, ses épaules fines tremblaient légèrement, même si elle essayait de forcer un sourire. Elle portait un chemisier blanc à manches longues, de ce qu'elle ne mettait jamais parce qu'elle disait qu'il lui donnait chaud. J'ai levé les yeux, prête à lui demander pourquoi elle venait si tôt, mais je me suis arrêté net. Quand Isabelle a posé son sac en toile sur la table, sa manche s'est relevée sans qu'elle le veuille, révélant un bleu sombre et violacé, comme de l'encre renversée sur la peau pâle de son poignet. Mon cœur s'est serré comme si quelqu'un le pressait fort. Ce bleu n'avait pas l'air d'une chute ni d'un accident. Il était profondément marqué, cruel, comme l'empreinte de la main de quelqu'un gravée sur la chair de ma fille. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» ai-je demandé d'une voix tremblante, même si j'essayais de rester calme. Isabelle a vite baissé sa manche pour cacher le bleu puis a souri de travers, de cette manière que je savais signifier qu'elle me cachait quelque chose. « Ce n'est rien, maman. Je me suis juste trébuché sur le trottoir. » Sa voix était douce, mais son regard évitait le mien. J'ai voulu insister. J'ai voulu lui prendre la main, relever sa manche pour voir s'il y avait d'autres marques. Mais je suis resté là, immobile. Quelque chose en moi m'a arrêté, comme si j'avais peur que si je demandais plus, la vérité éclate et que je ne sois pas prête à l'affronter. En silence, je lui ai rapproché une chaise pour qu'elle s'assoie. « Assieds-toi, ma fille, tu veux que je te serve une eau de citron ?» Je suis allé à la cuisine en tenant la carafe, le cœur noué. Elle avait été ma plus grande joie. La fille au sourire aussi brillant que le soleil du matin, qui me racontait toujours ses grands rêves d'avoir une famille heureuse. Maintenant, elle était là assise, maigre, silencieuse, comme l'ombre d'elle-même. J'ai posé le verre d'eau de citron devant Isabelle, en essayant de sourire, mais mes yeux ne quittaient pas son bras, même s'il était déjà couvert. Soudain, Santos, mon petit-fils de 8 ans, est entré en courant dans la boutique et s'est accroché à mes jambes. « Mamie. Aujourd'hui la maîtresse a dit que mon dessin était le plus beau de la classe. » L'enfant parlait avec enthousiasme, ses yeux clairs brillaient. Je me suis penché, je lui ai caressé la tête et j'ai senti mon cœur se réchauffer un peu grâce à ce sourire innocent. Santos était tout mon monde. La raison pour laquelle je me levais encore chaque matin, pour laquelle je continuais à tisser des tapis, pour laquelle je continuais à vivre. Depuis que mon mari était parti. Mais même le sourire de Santos ne suffisait pas à dissiper l'inquiétude dans ma poitrine. J'ai regardé Isabelle du coin de l'œil et je l'ai vue la tête baissée, jouant avec le bord du verre, comme si elle essayait de cacher un secret. Quand Isabelle s'est levée pour aller à la cuisine chercher un peu de pain sucré, j'ai appelé Santos et je l'ai gardé près de moi. J'ai baissé la voix et lui ai demandé doucement, « Ton papa s'est fâché ? » Mon petit. À peine la question posée, je l'ai regretté. Les yeux clairs de Santos sont restés fixes un instant puis il a baissé la tête. Regardant ses petites chaussures usées, il n'a rien dit. Il a seulement couru en silence vers un coin de la boutique où il gardait quelques vieux jouets. Mon cœur a ressenti un autre coup de serrage. Un enfant de 8 ans ne sait pas mentir et son silence était plus effrayant que n'importe quel mot. Je suis resté là, les mains serrées sur le bord de la table, essayant de ne pas trembler. Isabelle et son fils sont restés encore un moment dans la boutique, puis elle a dit qu'elle devait retourner à Publa pour préparer le dîner. Je les ai accompagnés jusqu'au coin de la rue, voyant Santos prendre la main de sa maman, sautillant sur les pavés. Isabelle s'est retournée et m'a donné un câlin. Mais c'était un câlin froid, comme si elle essayait de garder ses distances.
Quand leurs silhouettes ont disparu derrière le coin, je suis retourné dans la boutique, j'ai fermé la porte et je me suis assise seul dans l'obscurité qui tombait. Les écheveaux de laine colorée paraissaient maintenant flous, tout comme mon esprit à ce moment-là. Je ne voulais pas y croire, mais je le savais très bien. Le bleu sur le bras d'Isabelle n'était pas dû à une chute et le silence de Santos était la confirmation que je ne voulais pas entendre. Le soir, je me suis assise devant la petite table de la salle à manger de ma modeste maison. La lumière jaunâtre éclairait le mur abîmé. J'ai pris le téléphone, mon doigt hésitant sur l'écran. Finalement, j'ai respiré profondément et j'ai composé le numéro d'Erasmo. Le gendre en qui j'avais un jour eu confiance pour rendre ma fille heureuse. Le téléphone a sonné 3 fois puis sa voix a résonné, lisse et arrogante. « Madame Mercedes, que désirez-vous ? » Je n'ai pas tourné autour du pot. Je suis allé droit au but. « Qu'est-ce que tu as fait à Isabelle ?» Ma voix a sonné plus ferme que ce que j'attendais, mais à l'intérieur mon cœur battait fort. Il y a eu une seconde de silence à l'autre bout de la ligne, puis un rire moqueur, aussi froid qu'un couteau. « Et alors ? » Bien sûr que je l'ai frappé. « Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ?» Il a dit chaque mot comme une gifle. J'ai voulu lui crier dessus, mais j'ai simplement raccroché, la main tremblante de rage. Je ne voulais pas qu'il entende ma voix se briser. Je ne voulais pas qu'il sache à quel point je me sentais faible. Je me suis levé, je suis sorti de ma maison et je suis allé chez Doña Tomasa. Ma voisine et amie depuis tant d'années. J'ai fait semblant de devoir lui demander un peu de farine de maïs, mais en réalité je voulais seulement trouver quelqu'un avec qui partager l'angoisse qui m'étouffait. Dès qu'elle m'a vu, Doña Tomasa m'a fait entrer dans sa cuisine, le regard rempli d'inquiétude. Cet après-midi, j'ai vu la petite Isabelle pleurer seule devant la porte. Doña Mercedes, a-t-elle murmuré d'une voix aussi tremblante que la mienne. Je l'ai appelée pour qu'elle entre, mais elle a seulement secoué la tête et elle est partie. Ces mots ont été comme ajouter du bois au feu qui brûlait déjà en moi. Je l'ai remerciée. J'ai pris le sac de farine qu'elle m'a donné et je suis rentré chez moi, chaque pas me pesant comme si je portais des pierres. Dans ma petite chambre, j'ai allumé une bougie devant le portrait de mon mari, qui m'avait quitté il y a 10 ans. Sa photo en noir et blanc était encore là, sur le petit autel. Ses yeux gentils semblaient encore me regarder. « Juan, si tu étais ici, qu'est-ce que tu ferais ?» ai-je murmuré pendant que les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. J'ai prié, pas pour moi, mais pour Isabelle, pour Santos et pour moi-même, afin d'avoir assez de force pour affronter ce qui allait venir. La flamme de la bougie tremblait, sa faible lumière illuminant son visage comme s'il me répondait avec son silence. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait pas encore éclairé la rue pavée de Oaxaca, mais j'étais déjà devant le miroir, lissant mes cheveux gris, attachant fermement le rebozo autour de mes épaules. Je voulais paraître forte, pas pour moi, mais pour Isabelle. Elle était debout dans un coin de la pièce, avec son chemisier à manches longues, les yeux rouges mais essayant de sourire. « Maman, tu n'as pas besoin de faire un scandale pour ça, » dit-elle d'une petite voix qui semblait me supplier d'arrêter, mais j'ai seulement secoué la tête et lui ai pris la main. « Viens avec moi, Isabelle. On ne peut pas laisser ça continuer comme ça. » En moi, un feu brûlait lentement, pas de la colère, mais de l'amour pour ma fille. Un amour que rien ne pouvait éteindre. Nous sommes entrés dans le poste de police au centre du village, où l'odeur de café brûlé se mêlait au grincement d'un ventilateur au plafond. Isabelle marchait derrière moi, la tête baissée, les yeux fixés sur le vieux sol en carreaux, comme si elle voulait devenir invisible. Je l'ai conduite directement au bureau de l'inspecteur Ramiro, un homme que je connaissais depuis l'époque où mon mari vivait encore. Il était déjà venu dîner à la maison. Il riait, discutait joyeusement et avait même complimenté mon mole. Mais maintenant, en le voyant assis avec un pied posé sur le bureau, nous regardant comme si nous étions 2 étrangères, j'ai compris que les choses n'allaient pas être faciles. « Inspecteur Ramiro », dis-je en essayant de garder la voix ferme. « Je viens pour ma fille. Son mari la frappe. Je veux que vous rédigiez une plainte. » Je lui ai tout raconté, depuis le bleu sur son poignet jusqu'à l'appel de la veille, quand Erasmo avait avoué son comportement avec un total culot. J'ai regardé Ramiro droit dans les yeux, espérant un peu de justice, un peu d'empathie de la part de l'homme qui avait un jour mangé dans ma maison. Mais il a seulement jeté un coup d'œil de travers à Isabelle, puis s'est penché pour griffonner quelque chose à la va-vite. Le crayon a gratté le papier, elle a sûrement chuté des escaliers. Un accident domestique, vous savez.
Il a lâché ça d'une voix aussi froide que s'il parlait du temps qu'il faisait. Le sang m'a bouilli dans les veines. J'ai frappé la table avec force, le bruit a fait taire toute la salle. Non, ma fille a été frappée. Son mari, vous m'entendez? Ce n'est pas un accident. Ma voix tremblait, pas de peur, mais de la rage qui explosait dans ma poitrine. Ramiro a levé la tête et a souri avec mépris, un sourire que j'aurais voulu effacer d'une gifle. Regardez, Doña Mercedes, je vous conseille de rentrer chez vous et de dire à votre fille de garder la paix dans sa famille. Les disputes entre mari et femme, nous, on ne s'en mêle pas. Ces mots ont été comme un coup de couteau dans mon cœur. J'ai voulu lui crier dessus, lui demander où était sa conscience en voyant une mère supplier de l'aide. Mais Isabelle m'a tiré par le bras. Maman, allons-y. Sa voix s'est brisée. Ses yeux étaient pleins de larmes, comme si elle craignait que si je faisais un scandale, les choses empireraient. J'ai serré sa main, le cœur lourd comme une pierre, et je l'ai sorti en silence du poste de police. Chaque pas me donnait l'impression de sombrer davantage dans l'impuissance. Sur le chemin du retour, je n'ai pas supporté le sentiment d'échec qui m'étouffait. J'ai décidé de passer par le bureau du licencié Riva, un avocat renommé de Oaxaca. J'avais entendu dire qu'il était rusé, qu'il avait aidé beaucoup de gens à gagner des affaires importantes. Si la police ne pouvait pas nous aider, j'espérais que la loi serait du côté de ma fille. Le bureau de Riva se trouvait dans un bâtiment neuf, avec des murs blancs impeccables et des portes vitrées brillantes. Quand nous sommes entrés, l'odeur de parfum cher et le bourdonnement de la climatisation m'ont fait sentir déplacé. Moi, une vieille femme qui vend des artisanats, debout au milieu d'un endroit où régnait l'argent et le pouvoir. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis le bleu sur le bras d'Isabelle jusqu'à l'attitude arrogante d'Erasmo. Riva s'est assis devant moi, appuyé sur son fauteuil en cuir, faisant tourner lentement une bague en or à son doigt, comme si mon histoire n'était qu'un commérage. Quand j'ai fini, il m'a regardé. Puis il a regardé Isabelle d'un air froid, comme s'il pesait quelque chose. Doña Mercedes, dit-il lentement, vous devez comprendre qu'Erasmo a des connexions avec lesquelles il ne vaut mieux pas se frotter. Si cela devient un scandale, les plus touchés seront Isabelle et le petit Santos. Ces paroles ont été une autre gifle, mais cette fois elles m'ont non seulement fait mal, elles m'ont aussi fait me sentir petite, impuissante face au mur de pouvoir qu'Erasmo avait construit. Isabelle était assise à côté de moi, la tête baissée, les mains entrelacées avec force. J'ai vu ses épaules trembler, comme si elle retenait ses larmes. J'ai voulu l'embrasser, lui dire que je ne me rendrais pas, mais un homme a serré la gorge. J'ai fait lever Isabelle. Je n'ai rien dit de plus et nous sommes sortis du bureau dans un silence étouffant. Dehors, le soleil brûlant de midi à Oaxaca chauffait, mais ce n'était rien comparé au feu de déception qui brûlait en moi. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'aller avec Isabelle chez elle à Puebla. Je voulais voir de mes propres yeux où vivait ma fille, comprendre pourquoi elle insistait pour me cacher la vérité. La maison d'Isabelle était en périphérie. Une grande maison qu'Erasmo avait construite avec l'argent de son entreprise de construction. Mais quand nous sommes entrés dans la cour, l'air était si lourd que j'avais du mal à respirer. Doña Beatriz Ortega, la mère d'Erasmo, était assise sur une chaise en osier sous l'ombre d'un avocatier, un verre de jus à la main et une expression de reine hautaine. À peine nous a-t-elle vu qu'elle nous a foudroyés du regard et a dit d'une voix tranchante. « Ta fille ne sert qu'à vivre aux dépens de ma famille. Elle n'est même pas capable de préparer le repas de son mari et de son fils. » Ces mots ont été comme un couteau dans mon cœur. J'ai voulu lui répondre, lui dire que c'était son fils qui détruisait cette famille. Mais Isabelle m'a serré le bras avec force, ses yeux pleins de larmes suppliant, « Maman, s'il te plaît, non. » Elle a serré fort Santos dans ses bras, qui se cachait derrière elle, regardant sa grand-mère avec des yeux troublés. J'ai vu la peur dans ce regard et cela m'a brisé l'âme. À ce moment-là, Erasmo est sorti de la maison, ajustant sa cravate avec indifférence, comme si tout était normal. Il m'a regardé avec des yeux froids et provoquants. Puis il s'est tourné vers Isabelle et lui a ordonné, « Rentre dans la maison, ne laisse pas ta mère faire un scandale. » J'ai voulu lui crier au visage, lui demander pourquoi il traitait ainsi ma fille, mais le regard suppliant d'Isabelle m'a arrêté. Je me suis retourné et je suis parti, mais pas lourd sur le chemin de pierre. Derrière moi, la voix de Doña Beatriz résonnait encore, pleine de mépris. Une vieille qui vend des chiffons ne va pas venir donner des leçons à la famille Ortega. Ces paroles ont été la dernière poignarde, coupant profondément mon orgueil. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon petit logement à Oaxaca.
Je me suis assise devant le portrait de mon mari. La flamme de la bougie vacillait sur son visage. Rohan, tu disais toujours que la justice finit par trouver son chemin. Ai-je murmuré pendant que les larmes coulaient sur mes joues. Mais où est la justice maintenant? La police n'aide pas. Les avocats nous tournent le dos. Notre fille souffre et je ne peux rien faire. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Je savais une chose avec certitude, la justice qu'Isabelle avait besoin ne viendrait jamais de ce système corrompu où l'argent et le pouvoir d'Erasmo écrasaient tout. Le lendemain matin, le soleil d'Oudouaksaka brillait comme toujours, mais mon cœur ne l'était pas. Je me suis tenu devant la boutique, réarrangeant les écheveaux de laine, essayant de garder mes mains occupées pour éviter que mon esprit sombre dans de mauvaises pensées. Isabelle est arrivée tôt avec Santos, qui sautillait en tenant un cahier de dessin taché. « Maman, je te laisse le petit un moment. Je vais au marché de Publa acheter quelque chose, dit Isabelle en essayant de paraître normale, mais ses yeux m'évitaient. J'ai hoché la tête. J'ai embrassé Santos et j'ai forcé un sourire. Fais attention, ma fille, lui ai-je dit, même si je savais parfaitement qu'elle n'allait pas seulement au marché. Il y avait quelque chose dans la façon dont Isabelle baissait la tête, dans la manière dont elle portait une blouse à manches longues malgré la chaleur qui m'oppressait le cœur. Après qu'Isabelle soit partie, j'ai emmené Santos à l'intérieur de la boutique et je l'ai assis dans un coin de la table avec quelques crayons de couleur. J'ai commencé à exposer les tapis nouvellement tissés à l'entrée. L'odeur familière du coton et de la cire d'abeille m'a un peu calmé. Soudain, Santos a couru vers moi, m'a tiré par le bras et a dit avec excitation, « Mamie, regarde ce que j'ai dessiné. » Il m'a montré un dessin gribouillé d'une maison, d'un avocatier et d'une femme. Mais alors, le monde s'est arrêté juste au bras de la femme du dessin. J'y ai vu des taches noires. J'ai demandé d'une voix tremblante à Santos, « Qui as-tu dessiné ?» Santos a souri innocemment, « J'ai dessiné ma maman. Elle a des taches violettes comme ça sur tout le corps. » J'ai pris le dessin en tremblant. Je me suis tourné vers Santos et j'ai essayé de garder une voix douce. « Santos, tu dessines très bien. Mais dis-moi, est-ce que le bras de ta maman lui fait mal ?» L'enfant m'a regardé, confus. Ses yeux clairs se sont assombris soudainement. Il n'a pas répondu. Il a seulement hoché très légèrement la tête, en jouant avec un crayon de couleur dans la main. Son silence a été comme un coup de couteau plus tranchant que n'importe quel mot. J'ai serré Santos contre moi, le gardant dans mes bras, essayant de cacher le tremblement qui parcourait mon corps. « Viens, on va te préparer une eau au citron, » lui ai-je dit, juste pour le sortir de ce moment, pour ne pas m'effondrer devant lui. Je suis allé à la cuisine et j'ai pris une bouteille d'huile aux herbes que je préparais moi-même depuis que mon mari vivait encore. Chaque fois que Santos tombait, je l'utilisais pour masser. Mais aujourd'hui, cette bouteille était pour Isabelle. Quand elle est revenue du marché, je l'ai emmenée dans un coin de la boutique où la lumière n'était pas si forte. « Assieds-toi ici, ma fille, » lui ai-je dit d'une voix tremblante. Isabelle m'a regardé avec les yeux pleins d'inquiétude, mais elle a obéi. Je lui ai doucement remonté la manche, même si elle a essayé de résister. Le bleu était toujours là, et pas seulement, il était encore plus visible à la lumière du jour, comme une accusation irréfutable. « Ce n'est pas dû à une chute, Isabelle. » ai-je dit d'une voix hachée. « Dis-moi la vérité, s'il te plaît. » Isabelle a vite rabaissé sa manche, les yeux en larmes. « Maman, je t'en supplie, ne fais pas de scandale, » a-t-elle chuchoté d'une voix brisée. « Si je parle, il va me prendre Santos. Je ne peux pas le perdre, maman. » Ces paroles m'ont frappé en plein cœur. J'ai voulu crier. J'ai voulu aller tout de suite chez Erasmo et l'affronter. Mais le regard suppliant d'Isabelle m'a arrêté. Elle s'est mise à pleurer. Ses épaules fines tremblaient, sans contrôle, comme si tout ce qu'elle avait retenu si longtemps débordait. Je l'ai prise dans mes bras, la laissant s'appuyer sur mon épaule, ses larmes trempant mon chemisier. « Je ne vais pas le laisser te faire plus de mal. » ai-je murmuré, même si moi-même je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai pris la bouteille d'huile aux herbes et je l'ai appliquée doucement sur le bleu. L'odeur de menthe et de cempasúchil s'est répandue, mais elle n'a pas soulagé la douleur dans mon cœur chaque fois que je touchais le bleu. Je sentais la douleur de ma fille, non seulement sur la peau, mais au plus profond de son âme. Isabelle est restée là, pleurant en silence, et je n'ai pu que la serrer plus fort, comme si je pouvais ainsi la protéger du monde entier. Juste à ce moment-là, Doña Tomasa, ma voisine, est entrée dans la boutique avec son panier du marché. Elle a regardé Isabelle, puis moi,
avec une expression de compassion. C'est encore à cause de ce fameux Erasmo, n'est-ce pas? A-t-elle demandé à voix basse, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. La nuit dernière, je les ai entendus se disputer très fort, on l'entendait même de l'autre côté de la rue. Isabelle a baissé la tête rapidement. Elle a essuyé ses larmes et s'est levée en disant « Vite, je dois y aller, maman ». Elle est pratiquement sortie en courant de la boutique, comme si elle craignait d'affronter la vérité que Doña Tomasa venait de révéler. Je l'ai accompagnée jusqu'au coin de la rue, en voyant sa silhouette mince s'éloigner, le cœur serré. Je voulais l'arrêter, lui dire de ne pas retourner dans cette maison, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. Elle avait peur de perdre Santos, et cette peur était plus grande que sa propre douleur. Ce soir-là, pendant que je rangeais la boutique en mettant en place les derniers tapis, les lumières aveuglantes d'un véhicule ont illuminé l'intérieur, un crissement de pneus, et j'ai tout de suite reconnu le pick-up noir d'Erasmo. Il n'est pas descendu, il a seulement baissé la vitre et m'a lancé un regard froid et défiant. Ses yeux semblaient dire « Tu ne peux rien me faire ». Puis il a accéléré. Le pick-up a disparu à toute vitesse, laissant une forte odeur de fumée et une menace silencieuse. Je suis resté paralysé à la porte de la boutique, les mains serrées sur le bord d'une table, sentant une rage que je n'avais jamais ressentie. Il me rappelait que tout restait sous son contrôle, que moi, une vieille qui vendait des artisanats, je n'étais rien face à son pouvoir. Après ce jour au poste et au cabinet de l'avocat, j'ai eu l'impression que le monde entier m'avait tourné le dos. L'inspecteur Ramiro, avec son sourire moqueur, l'avocat Riva avec sa bague en or brillante. Tous étaient du côté d'Erasmo, ou plutôt du côté de son argent et de son pouvoir. Je me suis assise dans ma boutique d'artisanat en regardant les écheveaux de laine colorée, le cœur vide. J'avais espéré que la loi protégerait Isabelle, mais maintenant je savais que la voie officielle s'était refermée, comme une lourde porte de fer bloquée devant moi. Ce matin-là, j'ai décidé d'affronter Erasmo moi-même. Je n'ai rien dit à Isabelle. Je ne voulais pas l'inquiéter davantage. J'ai noué mon rebozo bleu foncé, j'ai pris mon sac en toile et j'ai pris le premier bus pour Publa. Pendant tout le trajet, je regardais par la fenêtre les champs d'agave qui défilaient, mais mon esprit ne pensait qu'à Isabelle. Le bleu sur son bras, le regard effrayé de Santos. Je me suis dit que même si je n'étais qu'une vieille qui vendait des artisanats, je ne laisserais pas Erasmo continuer à piétiner la dignité de ma fille. Le bureau d'Erasmo était au centre de Publa, un bâtiment neuf aux vitres brillantes, comme s'il exhibait la richesse de son propriétaire. L'enseigne Ortega Construction brillait au soleil avec des lettres dorées, comme une déclaration de pouvoir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte pour entrer. L'air froid de la climatisation m'a fait frissonner. La secrétaire, une jeune femme aux cheveux relevés en chignon haut, m'a regardé avec curiosité. J'ai dit sèchement, je suis la mère d'Isabelle. Je veux voir Erasmo. Elle a hésité un instant, mais elle m'a quand même conduite au deuxième étage, comme si elle savait que je ne partirais pas facilement. La porte du bureau s'est ouverte et j'ai vu Erasmo allongé dans son fauteuil en cuir coûteux, un pied sur le bureau en bois poli. Il riait aux éclats au téléphone. Sa voix résonnait dans tout le bureau, en me voyant, il a fait signe à la personne de l'autre côté de la ligne d'attendre, puis il a raccroché sans effacer le sourire de son visage. Sonora Mercedes, quelle surprise! A-t-il dit d'un ton mielleux mais plein de sarcasme. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous voulez acheter un terrain pour construire? Il a lâché un rire, comme si ma présence était une blague. Je me suis tenu droite, le regardant directement dans les yeux, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Tu as frappé Isabelle. J'ai vu les bleus. Jusqu'à quand vas-tu nier ta responsabilité? Mes mots sont sortis clairs et froids, mais au fond de moi je me sentais comme face à une bête sauvage. Erasmo n'a pas répondu tout de suite. Il s'est levé. Il s'est tranquillement servi un verre de tequila d'une bouteille sur son bureau et a pris une gorgée sans me quitter des yeux. Et si je l'admets, alors quoi? A-t-il dit d'un ton insolent. Qu'est-ce que vous allez me faire? Ramiro est à moi. Riva me croit aussi, Sonora Mercedes. Dans cette ville, personne n'ose me toucher. Ces paroles m'ont frappé en pleine poitrine. J'ai serré les mains, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, essayant de ne pas trembler de rage. Tu es en train de détruire la famille de ma fille, ai-je dit d'une voix coupée. Pas par peur, mais parce que je voyais clairement mon impuissance face à lui. Erasmo s'est renfoncé dans le fauteuil, a levé un sourcil avec un sourire provocateur. La famille, a-t-il prononcé en étirant le mot comme pour se moquer. Cette famille,
c'est moi qui la contrôle. Isabelle n'est rien de plus qu'un objet de décoration à la maison. Et vous, une petite vieille qui vend des artisanats. Qu'est-ce que vous pourriez me faire? Cette phrase a été comme un couteau dans mon orgueil. J'ai voulu crier, l'attraper par le col et lui hurler au visage qu'Isabelle était ma fille. Un être humain, pas un objet pour que le mal le maltraite. Mais je suis resté là, avec un nœud dans la gorge, et je n'ai pu dire qu'une seule chose, lente mais ferme. Un jour, tu paieras pour ce que tu as fait, Erasmo. Il a éclaté d'un rire qui a résonné dans la pièce, puis a frappé la table comme s'il regardait une comédie. J'attendrai, belle-mère, a-t-il dit d'une voix pleine de sarcasme. On verra bien ce qu'une vieille qui vend des souvenirs peut me faire. Je me suis retourné et je suis parti, sentant son regard méprisant planté dans mon dos. Chaque pas hors de ce bureau me semblait plus lourd, comme si je portais la douleur d'Isabelle et ma propre impuissance. En sortant, le soleil brûlant de midi à Publa me brûlait la peau, mais ce n'était rien comparé au feu de la colère et de la déception qui brûlaient en moi. Je me suis tenu sur le trottoir en regardant les gens passer, les camions chargés de marchandises, les vendeurs ambulants criant sous l'ombre des arbres. Tout suivait son cours normal, comme si personne ne savait que ma fille vivait en enfer, que je venais d'être humilié par le même homme qui avait détruit son bonheur. En sortant du bureau d'Erasmo, je me suis senti comme si on m'avait vidé de toute énergie. Le trajet en bus de Publa à Oaxaca m'a semblé plus long que jamais. Chaque tour des roues m'enfonçait davantage dans l'impuissance. Quand j'ai ouvert la porte de ma maison, la petite pièce était déjà dans la pénombre. Il ne restait que la faible lumière de la bougie sur l'autel de mon mari, Juan. Isabelle et Santos dormaient profondément dans l'autre chambre. La respiration régulière de l'enfant me rappelait que j'avais encore une raison de me battre. Mais à ce moment-là, je voulais seulement m'asseoir et laisser la fatigue m'envahir. J'ai traîné la vieille chaise en bois et je me suis assise devant le portrait de Juan, fixant ses yeux bienveillants sur la photo en noir et blanc déjà jaunie. Le Mercedes. Dans cette vie, parfois, la justice il faut la prendre de nos propres mains. Ces paroles d'autrefois résonnaient dans ma tête, aussi claires que s'il était assis à côté de moi. J'ai ouvert le vieux tiroir en bois où je gardais les souvenirs de Juan. Parmi les vieilles lettres et une photo de famille décolorée, j'ai trouvé un morceau de papier jauni avec l'écriture presque effacée. C'était le numéro de téléphone de Tacito Herrera, un vieil ami de Juan, que celui-ci avait aidé à sortir d'un procès injuste il y a plus de 20 ans. Tacito avait été policier, un homme dur mais juste, et maintenant il avait son propre cabinet d'avocat à Oaxaca. J'ai pris le papier, mes doigts tremblants parcourant les chiffres. Il y avait des années que je ne lui avais pas parlé, mais dans mon cœur je savais que si quelqu'un pouvait m'aider, c'était Tacito. Mon cœur battait fort en composant le numéro. Ça a sonné 3 fois, chaque sonnerie paraissant une éternité. Puis une voix grave et rauque a répondu, « Qui est-ce » J'ai respiré profondément, essayant de ne pas laisser ma voix se briser. « C'est moi, Mercedes Ramirez », ai-je dit d'une manière concise mais ferme. Ma fille est maltraitée par son mari. J'ai besoin de votre aide. Un long silence a suivi, comme si Tacito pesait quelque chose. Enfin, il a parlé d'un ton grave et sérieux, vous savez que ce n'est pas facile. Mais puisque vous avez osé appeler, je vais vous écouter. Retrouvons-nous au café près du marché de Oaxaca, demain à 8 heures. J'ai raccroché la main encore tremblante, mais avec un poids en moins dans l'âme, comme si je m'étais libéré d'un fardeau. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un rayon d'espoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les aboiements lointains d'un chien, la musique de banda à plein volume d'une cantine voisine. Tout semblait agiter les pensées confuses dans ma tête. Je me suis assise à ma table de broderie, essayant de terminer une serviette, mais je me suis piqué le doigt avec l'aiguille et je n'ai rien senti. Chaque point était un rappel d'Isabelle, du bleu sombre sur son bras, du regard effrayé de Santos. J'ai pensé à Erasmo, à son rire moqueur, m'appelant une vieille qui vend des souvenirs. Il pensait que j'étais faible, impuissante, mais il ne savait pas à quel point une mère peut être forte quand on la pousse dans ses retranchements. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai conduit Santos à l'école. L'enfant m'a pris la main en bavardant sur le dessin qu'il avait fait la veille, mais je souriais seulement, le cœur lourd. En rentrant à la maison, j'ai demandé à Isabelle de rester à la boutique. Je vais t'acheter la nouvelle, ai-je menti. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que j'étais sur le point de faire. Isabelle a hoché la tête, mais son regard était plein d'inquiétude, comme si elle pressentait quelque chose. J'ai mis mon rebozo bleu foncé,
j'ai pris mon sac en toile et j'ai marché jusqu'au petit café dans un coin du marché de Oaxaca. L'odeur du café torréfié et du pain chaud emplissait l'air, mais je n'avais pas faim. Je voulais seulement voir Tacito. Je voulais l'entendre dire qu'il y avait encore une façon de sauver ma fille. Tacito était déjà là, assis dans un coin du café, portant une veste sombre et avec une tasse fumante de café de Hola devant lui. Il avait beaucoup vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, mais son regard restait perçant, comme si rien ne pouvait lui échapper. En me voyant, il a hoché la tête et m'a fait signe de m'asseoir. « Racontez-moi tout, Mercedes, dit-il d'une voix grave mais chaleureuse. Ne me cachez rien. Je lui ai ouvert mon cœur. Chaque mot me déchirait l'âme. Je lui ai parlé des bleus sur le bras d'Isabelle, de la façon dont elle essayait de les cacher sous des manches longues. Je lui ai parlé du silence de Santos, de son regard effrayé quand je lui ai demandé pour son père. Je lui ai raconté mon appel à Erasmo, son rire moqueur, son défi arrogant. Le fait que je ne pouvais rien lui faire. Je lui ai parlé de l'inspecteur Ramiro, qui avait autrefois mangé dans ma maison, mais qui maintenant me tournait le dos. Et de l'avocat Riva, avec ses menaces, disant que s'en prendre à Erasmo nuirait à Isabelle et à Santos. Enfin, je lui ai raconté l'affrontement dans le bureau d'Erasmo, comment il avait traité Isabelle d'ornement et m'avait humilié comme si je ne valais rien. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Je voulais que Tacito voie ma douleur, mon désespoir. Tacito a écouté en silence, hochant la tête, faisant tourner la tasse de café sur la table. Il ne m'a pas interrompu. Il a seulement écouté, les yeux plissés, comme s'il analysait chaque détail. Quand j'ai fini, il m'a regardé longtemps, puis il a dit d'une voix grave. Je dois une faveur à Juan. À l'époque, sans lui, j'aurais tout perdu. Il est temps de payer cette dette. Il a marqué une pause. Son regard est devenu plus froid. Mais ce chemin ne sera pas facile, Mercedes. Erasmo n'est pas seulement un homme violent. Il a de l'argent, du pouvoir et tout un réseau qui le protège. Êtes-vous prête? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai serré la tasse de café brûlante entre mes mains, sentant la chaleur se répandre dans mes doigts glacés. C'était ma réponse. Une semaine après notre rencontre au café, j'ai vécu dans un état de tension constante. Tous les matins, j'ouvrais la boutique, arrangeais les écheveaux de laine, souriais aux clients. Mais mon esprit était ailleurs. J'attendais Tacito. J'attendais un signe qu'il avait trouvé un moyen de faire tomber Erasmo. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur bondissait, pensant que c'était lui. Mais les jours passaient dans le silence et j'ai commencé à craindre d'avoir mis mes espoirs dans l'impossible. Chaque soir, je m'asseyais devant l'hôtel de Juan, j'allumais une bougie et je lui murmurais, lui demandant la force de continuer. « Juan, est-ce que je fais ce qu'il faut ?» demandais-je. Mais seule la flamme vacillante me répondait. Alors, un après-midi, quand la lumière dorée passait par la porte de la boutique, Tacito est apparu. Il est entré avec une vieille mallette en cuir épais à la main. Son visage était plus sérieux que d'habitude. « Mercedes. Nous devons parler, dit-il d'une voix grave mais ferme. Je l'ai conduit dans la petite arrière-salle où j'avais l'habitude de m'asseoir pour broder lors de mes nuits d'insomnie. Isabelle servait au comptoir, riant avec un client, complètement inconsciente de tout. J'ai fermé la porte, le cœur battant fort, comme si j'étais sur le point d'entrer dans une bataille que je ne savais pas si je pourrais gagner. Tacito a posé la mallette sur la table en bois, l'a ouverte et a déployé devant moi de gros dossiers. J'ai regardé les pages, les chiffres, les signatures gribouillées, et j'ai senti ma tête tourner. Il a désigné chaque document en expliquant lentement. Voici des copies des contrats de construction de l'entreprise d'Erasmo. Les montants sont scandaleusement falsifiés. Le prix des matériaux gonflé au double, au triple, pour voler. Il est passé à une autre liasse de papier, des reçus bancaires avec des tampons rouges brillants. Voilà la preuve qu'il blanchit de l'argent à travers une fondation caritative au nom de sa mère, Madame Béatrice. L'argent sale passe par là puis retourne dans sa poche. Enfin, il m'a montré une liasse de factures avec une annotation manuscrite qui m'a glacé le sang. Et garantie de protection. Inspecteur Ramiro. J'ai pris chaque papier avec des mains tremblantes. Ces chiffres, ces signatures, ces notes étaient comme des couteaux. Non seulement ils transperçaient mon cœur, mais ils révélaient l'horrible vérité sur Erasmo. Il n'était pas seulement un homme violent qui frappait sa femme, mais le centre d'un petit réseau sale de corruption.
Tacito m'a regardé les yeux plissés et a baissé la voix. Comme vous le voyez, Mercedes, il ne fait pas seulement du mal à Isabelle. C'est une partie de tout un système pourri. Pour le faire tomber, nous devons viser tout le système. J'ai hoché la tête, mais un homme m'a serré la gorge et je n'ai pas pu parler. J'ai pensé à Isabelle, au bleu sombre sur son bras, au regard effrayé de Santos. Ces papiers n'étaient pas seulement des preuves. C'était un espoir. L'espoir de pouvoir sortir ma fille de l'enfer qu'Erasmo avait créé. Mais juste à ce moment-là, la voix d'Isabelle s'est fait entendre depuis l'avant-boutique. Maman, un client veut un tapis. Mon cœur a fait un bond. J'ai vite rassemblé les dossiers, je les ai cachés sous la table et je suis sorti en forçant un sourire. C'était un couple d'Américains blonds, avec des sourires radieux, à la recherche de souvenirs. Je leur ai montré quelques serviettes brodées. Je leur ai parlé de chaque point, mais mon esprit restait dans l'arrière-boutique où gisaient les secrets d'Erasmo. Quand ils sont repartis avec un tapis rouge vif sous le bras, je suis revenu vers Tacito. Le cœur battait encore fort par peur qu'Isabelle ait vu quelque chose. Je ne voulais pas qu'elle sache. Je ne voulais pas lui ajouter plus de poids. Tacito s'est assis, a sorti une cigarette, l'a allumée et en a tiré une longue bouffée. La fumée flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur de cire d'abeille des tapis. Je vais préparer une dénonciation anonyme, dit-il lentement. Elle sera envoyée directement au ministère des Travaux publics et à celui des Finances. Mais pour être sûr, nous avons besoin d'un témoin de l'intérieur. Quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe dans l'entreprise d'Erasmo. J'ai tout de suite pensé à Carmen, la meilleure amie d'Isabelle, qui travaillait comme comptable chez Ortega Construction depuis la création de l'entreprise. Carmen était venue dans ma boutique. Elle s'était assise pour manger du pain sucré et m'avait raconté ses moments difficiles. S'il y avait quelqu'un qui oserait affronter Erasmo, ce ne pouvait être que Carmen. Carmen, ai-je dit d'une voix assurée. C'est la meilleure amie d'Isabelle. Elle en sait beaucoup sur son entreprise. Tacito a hoché la tête. Ses yeux se sont illuminés. Si elle accepte de coopérer, nous aurons une autre flèche mortelle, dit-il d'une voix décidée. Mais c'est vous qui devez la convaincre, Mercedes. Ce n'est pas facile. Elle peut avoir peur et refuser. J'ai acquiescé, sachant que ce chemin ne serait pas simple, mais je n'avais pas d'autre choix. À ce moment-là, Santos est entré en courant depuis la rue, brandissant un dessin au crayon de couleur. Il souriait de toutes ses dents, le visage illuminé comme le soleil d'Oaxaca. Mamie, regarde. J'ai dessiné notre maison. Se vanta-t-il d'une voix claire. Je me suis penché et j'ai regardé le dessin. Une petite maison, une mère et un enfant se tenant par la main sous l'ombre d'un avocatier. Mon papa n'y est pas, a ajouté Santos avec l'innocence de celui qui dit une évidence. Un homme a serré la gorge, comme si quelqu'un me tordait le cœur. J'ai regardé Tacito et j'ai vu qu'il posait une main sur mon épaule, avec un regard résolu. C'est précisément pour ça que vous devez aller jusqu'au bout, Mercedes, dit-il d'une voix grave mais ferme. Pas seulement pour Isabelle, mais pour cet enfant. J'ai serré Santos en sentant la chaleur de son petit corps. Son dessin n'était pas que des gribouillis. C'était un rappel de pourquoi je me battais. J'ai regardé Tacito. J'ai hoché la tête. Et en moi, un feu s'est allumé plus fort que jamais. Erasmo pouvait croire qu'il contrôlait tout, mais il ne savait pas que j'avais trouvé un allié et que je ne m'arrêterais pas. Avant qu'il paie pour ce qu'il avait fait à ma fille et à mon petit-fils. Un après-midi, Tacito m'a donné rendez-vous dans une petite taqueria à Publa, où l'odeur de viande al pastor se mêlait au grésillement du charbon. Je me suis assise en face de lui, les mains serrées sur le bord de la table en bois usé, essayant de ne pas trembler. Tacito n'a pas beaucoup parlé. Il a seulement posé sur la table une grosse enveloppe en papier craft jaunâtre. Ce sont des copies des documents que j'ai déjà envoyés, dit-il d'une voix grave et assurée. Le jeu a commencé, Mercedes. J'ai regardé l'enveloppe, le cœur battant comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Dehors, les rues de Publa restaient animées. Un vendeur ambulant criait des tamales. Prenez vos tamales tout chauds. Sa voix résonnait, mais je n'entendais que les battements de mon cœur. Dehors, tout restait normal. Mais je savais qu'une tempête souterraine se formait et que c'était moi qui l'avais provoquée. Je n'ai pas osé ouvrir l'enveloppe dans la taqueria. Je craignais les regards curieux. Je craignais que quelqu'un me voie et prévienne Erasmo.
J'ai rangé l'enveloppe dans mon sac en toile et je l'ai serré fort pendant tout le trajet en bus de retour à Oaxaca. Cette nuit-là, dans mon petit logement, quand Isabelle et Santos dormaient déjà, j'ai ouvert l'enveloppe à la lumière vacillante d'une bougie. Les papiers à l'intérieur étaient les preuves, les contrats falsifiés, les reçus de blanchiment d'argent, les notes de pot de vin. Tout comme des balles prêtes à faire tomber Erasmo. J'ai lu chaque ligne avec des mains tremblantes, sentant un mélange de joie et de peur. De la joie parce que j'avais enfin de quoi l'affronter. Et de la peur parce que je savais que ce chemin serait plus dangereux que je ne l'imaginais. 3 jours plus tard, les premières rumeurs sont apparues. Je nettoyais la boutique quand j'ai entendu Donia Tomasa, ma voisine, chuchoter à une cliente. Ils disent que l'entreprise Ortega est impliquée dans un gros détournement. Quelqu'un a mis en ligne des photos des factures sur Internet. Tout le village en parle. Je faisais semblant d'être occupé à réarranger des écheveaux de laine, mais mon cœur battait fort. J'ai discrètement ouvert mon téléphone et j'ai cherché un compte anonyme sur les réseaux sociaux. Les images des factures suspectes. Les montants frauduleux de la société Ortega apparaissaient clairement. J'ai tout de suite reconnu les documents que Tacito m'avait montrés. Il avait agi, et la tempête que j'attendais avait déjà commencé à se lever. Le lendemain matin, Isabelle est arrivée en courant à la boutique, le visage pâle et le téléphone à la main. « Maman, regarde ça », dit-elle d'une voix alarmée. « Ils disent qu'Erasmo détournement, argent des chantiers, qu'il blanchit même de l'argent. »« C'est vrai, maman ?» Les yeux d'Isabelle étaient rougis comme si elle avait pleuré. Je lui ai pris la main, je l'ai serrée fort et j'ai essayé de parler d'une voix calme. « Toi, occupe-toi seulement de Santos, lui ai-je dit. Même si je connaissais la vérité. Tout ira bien. » Mais en la regardant dans les yeux, j'ai vu un mélange de peur et d'espoir. Elle n'a pas posé plus de questions, elle a seulement acquiescé. Mais j'ai su qu'elle se retenait, essayant de protéger Santos de ce qui se passait. Au marché d'Oaxaca, l'ambiance a commencé à changer. Les vendeuses, que je connaissais depuis des décennies, ont commencé à chuchoter. On dit que le gendre de Donia Mercedes non seulement frappe sa femme, mais qu'en plus il est corrompu, a murmuré une marchande de légumes quand je suis passé à côté d'elle. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Je me suis baissé pour choisir quelques pommes de terre, mais mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je ne savais pas si je devais ressentir de la fierté ou de la peur. De la fierté parce que les secrets d'Erasmo sortaient au grand jour. Et de la peur parce que je savais qu'il ne resterait pas les bras croisés, qu'il chercherait à se venger, et je craignais que ce soit Isabelle et Santos qui en paieraient le prix. Une semaine plus tard, tandis que j'essuyais la poussière d'une étagère, une jeune femme est entrée dans la boutique. Elle portait un chemisier blanc, les cheveux relevés en chignon haut, et un micro à la main, suivi d'un homme avec une caméra. « Sonora Mercedes », dit la jeune femme d'une voix douce mais incisive. « Je suis Anna Sofia Méné, reporter de la chaîne de télévision de Publa. Il y a des rumeurs disant que votre gendre commet des violences familiales. Pourriez-vous le confirmer ?» J'ai regardé la jeune femme puis directement l'objectif de la caméra. Pendant un instant, j'ai voulu tout raconter. Que Erasmo ne faisait pas que frapper ma fille, mais qu'il était aussi un corrompu, un destructeur de famille. Mais alors j'ai repensé à Isabelle, à son regard suppliant, à Santos jouant dans un coin de la boutique. Je n'ai rien dit. J'ai seulement regardé la caméra quelques secondes. J'ai hoché la tête et je me suis retourné en silence. Mon silence, je le savais, était un aveu. Ce soir-là, je me suis assise avec Isabelle et Santos dans mon petit logement. Le journal télévisé local passait sur la vieille télévision. La voix du présentateur résonnait. L'entreprise Ortega fait face à des accusations de fraude financière et de violence domestique. L'image de ma boutique est apparue à l'écran avec des titres sur les accusations contre Erasmo. Isabelle a pâli, a serré fort Santos dans ses bras. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. J'ai soupiré et j'ai posé une main sur son épaule. Je ne sais pas jusqu'où tout cela va aller, ai-je dit, même si, au fond de moi, je le savais très bien. Mais je te promets que je vais vous protéger, toi et Santos. Ces paroles n'étaient pas seulement une promesse pour Isabelle, mais aussi pour moi-même. Cette nuit-là, le ciel d'Oaxaca était lourd, sans une seule étoile. Je venais de plier le dernier tapis, prêt à fermer la boutique, quand les phares aveuglants d'un pick-up ont coupé l'obscurité, braqué directement sur mon visage.
Le moteur a rugi comme une menace et j'ai tout de suite reconnu le véhicule noir familier d'Erasmo. Mon cœur s'est mis à battre fort, non pas par peur, mais parce que je savais que ce moment finirait par arriver. Je me suis tenu droite, les mains serrées sur le bord d'une table en bois, essayant de ne pas trembler. Après les rumeurs et les articles sur l'entreprise Ortega, je savais qu'il ne resterait pas tranquille. Erasmo est descendu du pick-up, la chemise froissée, les cheveux en bataille et les yeux injectés de sang, comme une bête acculée. Il a frappé la porte avec force, le son résonnant dans la petite ruelle, faisant aboyer frénétiquement quelques chiens. « C'est vous qui êtes derrière tout ça, hein, vieille ?» a-t-il crié d'une voix rauque et pleine de rage. « Toutes ces sales nouvelles, c'est vous qui les avez provoquées. » Ces paroles ont été comme un coup de couteau. Mais je ne me suis pas démonté. Je l'avais déjà affronté une fois dans son bureau, et cette fois, devant ma propre boutique, je ne le laisserai pas me voir faible. Avant que je ne puisse répondre, Isabelle est sortie en courant de la maison, le visage pâle et les yeux pleins de panique. « Erasmo, ne fais pas de scandale ici », a-t-elle supplié d'une voix tremblante. Santos est dedans. J'ai vu la peur dans les yeux de ma fille, la façon dont elle s'agrippait au cadre de la porte, comme si elle essayait d'empêcher le monde de s'effondrer. J'ai poussé doucement Isabelle vers l'intérieur et je lui ai murmuré, « Entre, ma fille. Je m'en occupe. » Elle a secoué la tête, les larmes roulant sur ses joues. Mais je l'ai regardée fermement et, finalement, elle a reculé, s'agrippant au cadre de la porte comme à son seul soutien. Je suis sorti et j'ai fait face à Erasmo. Il était là, grand et arrogant, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Les rumeurs et les articles l'avaient fait perdre le contrôle. Et je savais que c'était le moment d'être plus forte que jamais. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit d'une voix lente mais ferme. « Ce n'est pas moi, Erasmo, c'est la justice. Tu pensais pouvoir cacher le soleil avec un doigt. Mais la vérité trouve toujours un chemin pour sortir à la lumière. » Mes mots sont sortis nets, comme chaque point que je brode dans mes tapis, tranchant et irrévocable. Il a rugi et s'est approché, à un bras de distance. « Tu vas le regretter. » a-t-il crié d'une voix tremblante de colère. « Je vais faire en sorte que tu perdes cette boutique, que tu perdes tout honneur dans ce village. » Sa menace a été comme un vent glacé. Mais je suis resté ferme, sans reculer. J'ai pensé à Isabelle, à ses bleus, à son bras, au dessin de Santos sans la figure d'un père. « Tu as perdu l'honneur il y a longtemps, Erasmo, ai-je dit d'un calme glacial. Et moi, je ne suis qu'une vieille qui vend des artisanats. Mais je ne te laisserai pas continuer à blesser ma fille. » Les voisins ont commencé à se pencher à leurs fenêtres, les lumières des maisons proches éclairant la ruelle. J'en ai vu certains lever leur téléphone pour filmer la scène. Erasmo s'en est rendu compte. Son regard a parcouru la foule et j'y ai vu la panique. Il a lâché un juron. Il s'est retourné furieux vers son pick-up et a claqué la portière. Les pneus ont crissé sur les pavés pendant qu'il accélérait, laissant une forte odeur de fumée et un air tendu. Je suis resté là, regardant le pick-up disparaître au loin, ressentant un soulagement mêlé à une lourde inquiétude. Il perdait le contrôle, mais je savais qu'il restait dangereux. Isabelle s'est effondrée sur le pas de la porte, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant sans consolation. Ses pleurs m'ont brisé le cœur. Je me suis agenouillé, je l'ai aidé à se relever et je l'ai serré fort. « Tu dois être forte », lui ai-je dit à voix basse, même si moi aussi je retenais mes larmes. « Ce n'est que le début, Isabelle. Je ne le laisserai pas gagner. » Elle a hoché la tête, mais j'ai senti son corps trembler, comme si elle était au milieu d'une tempête sans savoir où aller. Quand Isabelle est entrée dans la maison pour serrer Santos, qui dormait profondément, je suis resté à la porte à regarder le ciel nocturne. Des nuages sombres couvraient la lune, mais j'ai vu une silhouette debout sous la lumière d'un réverbère au loin. C'était Tacito. Il s'est approché, les yeux perçants mais avec un éclat de satisfaction. « Bien joué, Mercedes », a-t-il murmuré. Il perd le contrôle. Plus il se fâche, plus il commettra d'erreurs. J'ai hoché la tête sans rien dire, mais dans mon cœur je savais une chose avec certitude. La vraie tempête était sur le point d'éclater et j'étais prête à l'affronter. Après la nuit où Erasmo est venu faire un scandale devant la boutique, je n'ai pas fermé l'œil. Le vent sifflait à travers les fentes de la vieille porte en bois. L'aboiement lointain d'un chien et mon propre cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Le lendemain matin, au premier rayon du soleil, Tacito a frappé à la porte. Il est entré avec une petite clé USB et une grosse liasse de documents à la main.
Son visage était sérieux, mais avec une étincelle de détermination dans les yeux. Je l'ai invité à s'asseoir. Je lui ai servi une tasse de café noir, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé quelques gouttes sur la table. Tacito n'y a pas prêté attention. Il a posé la clé et les documents sur la table et a dit lentement. Voilà les preuves finales, Mercedes. Les faux contrats, les comptes bancaires au nom des proches d'Erasmo et les transactions louches qu'il pensait que personne ne découvrirait. Avec ça, il n'a plus d'échappatoire. J'ai regardé l'alias, les chiffres, les signatures, les notes griffonnées, comme des poignards s'enfonçant dans mon cœur. Ce n'était pas seulement la preuve de la corruption, mais la vérité sur qui était Erasmo. Un homme qui ne faisait pas que blesser ma fille, mais qui ruinait beaucoup d'autres pour satisfaire sa cupidité. Que allons-nous faire maintenant? Ai-je demandé d'une voix rauque par manque de sommeil. Tacito a souri avec ironie, mais aussi avec confiance. Nous allons le pousser à creuser lui-même sa propre tombe, a-t-il dit d'un regard glacé. Il devra affronter la vérité, pas devant vous, mais devant le monde entier. Ce midi-là, pendant que je nettoyais la boutique, le téléphone a sonné. Le numéro d'Erasmo est apparu à l'écran et j'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai pris une grande respiration et j'ai répondu. Sa voix sonnait rauque, sans la moindre trace d'arrogance. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le tout de suite. De l'argent? Des excuses? Je ferai n'importe quoi pour que ça s'arrête. J'ai entendu le désespoir dans sa voix, mais cela ne m'a pas attendri. J'ai pensé au bleu sur le bras d'Isabelle, au regard effrayé de Santos. Aux nuits où j'ai prié devant l'autel de Roanne. Je veux la vérité, ai-je répondu d'une voix ferme. Tu vas tout avouer? Pas à moi, mais devant tout le monde. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose, le cœur battant formé avec un grand soulagement, comme si on m'avait retiré une énorme pierre de la poitrine. Cette nuit-là, Tacito et moi avons retrouvé Anna Sofia Mene, la journaliste qui était venue à ma boutique, dans un petit bar en périphérie d'Oaxaca. L'endroit était presque vide, seule une douce musique de mariachi se faisait entendre, avec une odeur de bière. Anna Sofia était assise dans un coin, les cheveux relevés, un enregistreur à la main et un regard entre curiosité et prudence. Je lui ai remis tout le dossier que Tacito avait préparé, chaque page comme une pièce de la vérité sur Erasmo. Elle l'a parcouru, feuilletant chaque document, puis a soupiré et a dit à voix basse. Si je publie ça, tout le village va trembler, Doña Mercedes. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans hésiter. Je suis allé trop loin pour m'arrêter, ai-je dit. Ma fille mérite d'être libre. Et cette vérité doit sortir à la lumière. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai préparé du café, mais je n'ai pas pu en boire une gorgée. J'ai allumé la télévision, et la chaîne de pub a diffusé un journal spécial en direct. Erasmo Ortega était assis au milieu d'une conférence de presse, le visage pâle, la sueur aux tempes, son costume habituel maintenant froissé. Face à des dizaines de caméras, il a pris une feuille de papier avec des mains tremblantes et allume mot à mot une déclaration préparée. Sa voix se brisait, mais chaque mot était clair. Il a admis avoir maltraité Isabelle Ramirez. Il a admis que l'entreprise Ortega avait des irrégularités financières et des fraudes dans les appels d'offres. Et, finalement, il a présenté des excuses publiques à sa famille et a annoncé la dissolution de l'entreprise. Je me suis assise dans la boutique devant le petit téléviseur. Les mains accrochées au bord de la table. L'image d'Erasmo à l'écran était celle d'un homme mis à nu devant le monde. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, seulement une profonde tristesse. Il avait été l'homme en qui j'avais eu confiance, celui que je croyais capable de donner du bonheur à Isabelle. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre de lui-même, détruit par ses propres péchés. Les murmures des clients du marché commencèrent à se faire entendre dehors. Erasmo est fini. Et qui aurait dit qu'il était si violent? Maintenant, il a tout perdu. J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu. J'ai seulement regardé en silence Isabelle, assise à mes côtés. Elle serrait Santos contre elle, les larmes coulant doucement sur ses joues. Santos regarda sa maman, confus, puis se tourna vers moi et demanda. Abu. Papa ne va plus revenir, hein? J'ai attiré l'enfant vers moi. Je n'ai pas répondu. Je lui ai seulement caressé la tête. Isabelle murmura d'une voix brisée. Enfin je suis libre, maman. Ces mots étaient comme un couteau, douloureux et libérateur à la fois.
J'ai serré Isabelle dans mes bras, sentant son corps mince trembler entre mes bras. Je te promets que je serai toujours là, lui ai-je dit d'une voix rauque. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai, toi et Santos. Quelques semaines après le jour où Erasmo avait été obligé d'avouer à la télévision. La vie d'Isabelle et la mienne commencèrent à retrouver un peu de paix. Même si elle était fragile comme la flamme d'une bougie dans le vent. Le tribunal rendit son jugement plus vite que je ne l'imaginais. Un matin, Isabelle et moi étions dans la petite salle d'audience de Oaxaca. Où la lumière passait par les hautes fenêtres, illuminant le vieux sol carrelé. La juge, une femme au visage sévère, déclara Isabelle divorcée. Et lui donna la garde totale de Santos. En entendant ces mots, Isabelle me serra la main. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. J'ai serré ma fille dans mes bras, sentant son corps trembler. « Maman, je n'arrive pas à croire que ce jour soit arrivé », murmura Isabelle d'une voix brisée. Je l'ai seulement serré plus fort, sans rien dire. Car dans mon cœur la joie se mêlait à la douleur des mois passés. À Erasmo, on interdit de travailler dans le secteur de la construction. Un coup dur pour l'empire dont il avait été si fier. Tous ses biens furent gelés pour l'enquête. Et j'entendis qu'il dut vendre sa grande maison à Puebla pour payer ses dettes. Sa mère, Doña Béatrice, qui s'asseyait autrefois avec arrogance sur sa chaise en osier pour critiquer ma fille, avait quitté le village en silence. Un après-midi, Doña Tomasa me raconta qu'on l'avait vue à la gare routière. Avec une seule vieille valise comme bagage. Le visage amaigri, sans trace de son ancienne fierté. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Seulement une tristesse vague. Elle avait été la mère de l'homme en qui j'avais cru pour protéger Isabelle. Mais maintenant, elle aussi faisait seulement partie d'un passé douloureux. L'inspecteur Ramiro et l'avocat Riva n'échappèrent pas non plus à cette tempête. La presse annonça que les autorités fédérales avaient ouvert une enquête. Et les images des deux hommes, escortés avec le visage défait, apparurent dans tous les journaux locaux. J'ai vu ces photos dans la boutique, quand un client oublia son journal sur une table. Ramiro, qui s'était moqué de moi quand j'avais supplié pour obtenir justice, avait maintenant la tête baissée et les poignets menottés. Riva, avec son anneau d'or brillant, avait l'air d'un homme vaincu. Je n'ai pas souri. Je n'ai rien dit. J'ai seulement plié le journal en silence. La justice, même tardive, avait finalement trouvé son chemin. Avec l'aide discrète de Tacito. Isabelle trouva un nouvel emploi dans un cabinet prestigieux de comptable à Oaxaca. Le jour où elle reçut la lettre d'offre, elle courut à la boutique et m'embrassa. Les yeux brillants. « Maman, ils m'ont embauché », dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Comme si une partie de l'ancienne Isabelle, la jeune femme pleine de rêves, revenait enfin. Je l'ai serrée dans mes bras. Les larmes coulaient sur mes joues, mais cette fois c'étaient des larmes de bonheur. « Mais tu me rends très fier », lui ai-je dit, même si ma gorge se serrait. Je savais que le chemin devant Isabelle ne serait pas facile. Mais elle avait un nouveau départ, une chance de reconstruire sa vie et celle de Santos. Je revins à ma vie tranquille dans la boutique d'artisanat. Chaque matin, j'ouvrais la porte, je rangeais les pelotes de fil. Je tissais des tapis et je parlais aux clients comme avant. Mais maintenant, j'avais Santos à mes côtés. L'enfant avait l'habitude de courir à la boutique après l'école. Avec ses dessins gribouillés et son sourire éclatant. Un après-midi, je lui appris à faire ses premières petites coutures sur un morceau de tissu. Il tenait l'aiguille maladroitement, ses poings étaient tordus. Mais il riait aux éclats et disait : « Abu, quand je serai grand, je vais mettre plus de couleurs dans tes serviettes. » Ces mots innocents furent comme une brise fraîche qui dissipait les jours lourds. Je lui caressai la tête et je souris. « Oui, tu brodes plus joliment que moi. Je vais te laisser toute la boutique. » Santos éclata de rire. Et à ce moment-là, je sentis mon cœur plus léger que jamais. Un soir, alors que j'accrochais un tapis tout juste tissé à l'entrée de la boutique, je vis passer Anna Sofia Méné. Elle portait un chemisier blanc, les cheveux attachés. Et le même sourire éclatant que la première fois où je l'avais vue. Elle me salua de la main, et je hochai la tête en souriant, reconnaissante. Son reportage, avec les preuves que Tacito et moi lui avions données, avait mis la vérité au grand jour. Il avait aidé Isabelle à se libérer des chaînes d'Erasmo. Je ne dis rien, mais à l'intérieur de moi, je lui étais reconnaissante. À elle et à Tacito.
Les personnes qui avaient été à mes côtés dans cette lutte. La nuit, je retournais à ma petite chambre, où la flamme de la bougie devant l'autel de Rouen continuait de vaciller. J'ai allumé un bâton d'encens. Le parfum de copal s'est répandu, apportant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai regardé les yeux bienveillants de Rouen sur la photo et j'ai murmuré. La justice peut prendre du temps. Mais elle est arrivée, mon amour. Et personne n'a le droit d'écraser la dignité de notre fille. J'ai fermé les yeux, sentant la douce brise nocturne faire bouger la rideau. Cette guerre était finie et nous l'avions gagnée. Pas avec la violence, mais avec de la persévérance et un amour qui ne s'est jamais rendu. Je suis restée assise là, dans ma petite chambre, écoutant le chant des grillons dans la ruelle. J'ai pensé à Isabelle, à son sourire qui revenait peu à peu. J'ai pensé à Santos, au dessin coloré qu'il peindrait dans son futur. Et j'ai pensé à moi. Une vieille femme qui vendait de l'artisanat. Qui avait osé affronter tout un système pour protéger sa famille. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus de doute. Cette vie, même dure, m'avait appris que l'amour d'une mère peut être plus fort que n'importe quel pouvoir. Et avec cet amour, je le savais. Nous continuerions ensemble, sous le soleil de Oaxaca. L'histoire que tu viens d'entendre a été modifiée dans les noms et les lieux. Pour protéger l'identité des personnes concernées. Nous ne la racontons pas pour juger. Mais avec l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Je me demande vraiment, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour garder la paix? Ou oserais-tu tout affronter pour retrouver ta voie? Je veux connaître ton avis. Car chaque histoire est comme une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours. Et je suis convaincu que le courage nous mène à des jours meilleurs. En attendant, à l'écran final. Je te laisse deux des histoires les plus aimées de la chaîne. Je suis sûr qu'elles vont te surprendre. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment.